Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et très heureuse pour cette vidéo d'être en compagnie de Christian Junot. Un grand merci Christian d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Tu es de passage en Belgique et tu as réussi à me trouver un petit créneau et je t'en suis vraiment très reconnaissante. Merci, avec plaisir Patricia. Allez, pour te présenter dans les grandes lignes, tu es l'auteur de plusieurs livres, tu es coach, conférencier, formateur et ce qui fait que j'avais très envie de faire cet entretien avec toi, c'est que je te trouve doublement inspirant. Inspirant déjà quand tu parles de ce que tu fais plus concrètement, qui est parler d'argent, parler de la relation à l'argent, puisque la première fois que je t'ai découvert, c'était lors d'une conférence sur ce sujet-là. Et puis quand j'ai cherché à en savoir plus sur toi, je t'ai trouvé aussi très inspirant quand tu parles de manière plus générale de ton activité, enfin de tes activités, parce que déjà tu en parles avec des mots très enthousiastes et que tu as aussi, j'ai entendu cette phrase qui fait fort écho en moi, de dire que tu fais ce que tu aimes et que donc tu n'y associes pas ou tu n'y associes plus le mot travail. Et donc c'est tout ce parcours qui t'amène là, ici aujourd'hui, que j'avais envie qu'on retrace, puisque c'est pas le cas depuis toujours, que tu as commencé par faire une carrière de plus de 20 ans dans la banque. C'est bien ça, tout à fait. D'ailleurs, on précise toujours ex-banquier suisse, c'est peut-être pour expliquer l'accent. Et au fond, du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi la banque et pourquoi si longtemps si tu n'aimais pas ça? Bien sûr. Alors, pourquoi la banque? C'était, je dirais, presque un non-choix, dans le sens un choix parce que tous les autres choix n'aboutissaient pas, que j'ai cherché du travail en sortant de l'université. J'avais fait une licence en sciences économiques. Et à un moment donné, je me dis, bon, comme j'étais au chômage depuis 2 mois peut-être, je dis, maintenant il reste les banques, donc on va aller voir les banques. Donc c'était vraiment mon dernier choix. Et il y en a une qui a bien voulu de moi comme stagiaire. Et voilà, donc j'ai fait des stages, et après que j'ai fait plusieurs stages, et que j'ai fait le stage de conseiller en placement financier, je dis, ça y est, c'est ça, c'était comme une évidence. Avec le recul, je peux voir que ces choix sont jamais inconscients, enfin sont jamais conscients, mais bien inconscients, et qu'il y a bien une raison à ces choix-là. Et moi, pourquoi ce métier? Parce que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était la relation avec les clients, de créer la relation de confiance. J'ai vu que les gens qui amenaient de l'argent à la banque, ils amenaient bien plus que de l'argent, donc la confiance est d'autant plus importante, que c'était quelque chose de précieux qu'ils amenaient à un conseiller. Et comme moi j'adore la relation, j'adore créer de la confiance, donc quelque part j'étais au bon endroit et j'étais à l'aise avec les chiffres aussi. J'aimais bien les placements, c'était un petit peu un Monopoly sérieux. Et j'adorais jouer au Monopoly quand j'étais gamin, donc je trouvais qu'il y avait un côté assez stimulant, assez amusant. Donc si tu veux, j'ai fait ce métier longtemps, mais ça ne serait pas juste de dire que je l'ai pas aimé. Pendant longtemps, j'ai plutôt aimé ce métier-là. J'ai aimé le travail d'équipe que j'avais également, donc il y avait vraiment une sorte de vrai intérêt, et qui petit à petit a... Tu sais, des fois pour certains, il y a un événement comme ça d'un coup, qu'on n'aime plus quelque chose, et moi ça n'a pas été mon cas, c'est vraiment quelque chose qui commence à décliner, l'intérêt commence à décliner, la motivation, l'enthousiasme décline, et je vois que c'est le cas de beaucoup de monde, c'est qu'avec, en tout cas dans le cas de la banque, au moment donné on a eu toutes les avancées technologiques, qui fait qu'on a pu commencer à tout surveiller, à tout contrôler, à voir ce qu'on faisait comme résultat, enfin, il y avait une sorte de Big Brother qui fait qu'on était sans arrêt contrôlé, et il y avait de moins en moins de liberté, de moins en moins de latitude, de marge de manœuvre en quelque sorte, et de plus en plus de pression surtout, qui fait que le métier que j'avais connu et que j'aimais au début, même si j'étais toujours avec des clients dans un bureau, c'était plus le même métier que je vivais à cause de tout ce qu'il y avait autour. Et ce que je vois, c'est que dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans beaucoup d'entreprises, les gens vivent la même chose, que les métiers ont changé par plein de facteurs, qui fait que des fois, le métier, on peut l'aimer, mais on n'aime plus les conditions dans lesquelles on exerce ce métier, et que c'est difficile de trouver des conditions où on peut aimer ça encore. Et je crois qu'en même temps, tout en travaillant à la banque, tu t'es intéressé sur le côté à des choses beaucoup plus développement personnel. Oui. Donc peut-être que le métier a changé, mais peut-être que toi aussi tu as changé à l'intérieur, et ce qui a d'autant plus agrandi le fossé entre toi et ce métier. Oui, alors tout à fait, tu as raison. Donc j'ai commencé en 1999, 99 pour les francophones et les français, effectivement de commencer à faire du développement personnel, donc à m'intéresser en commençant vraiment de moi à moi, envie de comprendre un peu mieux mon fonctionnement. Et ce que je voyais, c'est que plus je faisais du travail sur moi, mieux j'apprenais à me connaître, mieux je comprenais les autres et mes clients, mais ma famille également. Et j'ai vraiment fait passer beaucoup de temps, tout en travaillant à 100%,
durant mes week-ends, mes vacances. Heureusement, mon épouse faisait les trois quarts avec moi, c'est même elle qui m'a emmené là-dedans. Donc c'est devenu une autre forme de passion. Et je voyais effectivement que ça transformait ma relation avec mes clients, et en même temps je changeais de ma manière de me positionner dans la banque, mais aussi j'ai vraiment vécu un événement fort quand même, c'est qu'à un moment donné je me suis rendu compte à quel point je n'écoutais pas une partie de moi qui criait au secours, quoi, au fond de moi qui ne pouvait plus, et à quel point, toi je donne l'image, j'ai bien donné cette image parce que je vois qu'elle parle à beaucoup de monde. Un jour j'ai pris conscience, mais c'est vraiment venu du fond de mes tripes, hein, que je n'en pouvais plus de ce métier de conseiller en placement. Mais moi, je n'en pouvais plus. Et j'ai pris conscience ce jour-là que ça faisait des années et des années que de temps en temps, tu soulèves le couvercle de la casserole, tu mets le nez, ça sent pas bon, puis tu remets le couvercle dessus. Et le ça sent pas bon, c'est effectivement j'en peux plus de ces chiffres, j'en peux plus de cette pression, j'en peux plus de ce travail qui a plus de sens. Et en même temps, il y avait une autre petite voix qui venait du mental, avec ses peurs, qui disait ah mais t'es bien payé, ce qui était une réalité. Ah mais tes collègues sont sympas, ce qui était aussi une réalité. Mais t'as le bon contact avec tes clients, ce qui était aussi une réalité. Mais ça ne suffisait plus. Toutes des mauvaises excuses pour rester dans cette zone de confort, même si elle est plus si confortable. Elle est plus confortable, tout. C'est une zone de connu, mais qui n'est plus confortable. Mais si tu veux, je vois à quel point c'est impressionnant comment on peut se raconter des histoires. Je dis souvent, nous sommes tous de grands manipulateurs, mais c'est nous que nous manipulons à force de nous raconter des histoires pour remettre le couvercle sur la casserole, oublier un moment, jusqu'à que ça sente mauvais de nouveau. Et c'est aller-retour, je te fais je sais pas combien de fois. Et ce jour-là, c'est du fond des tripes, en disant si tu ne bouges pas, tu vas crever à petit feu. Mais bien sûr, si je dis ça, c'est que moi j'encourage chacun à partir de ce moment-là, que c'est possible de faire ça avant, mais ça demande d'être conscient, lucide, et d'être prêt à affronter ses peurs, parce qu'à un moment donné, c'est que tant que les peurs prennent le dessus, c'est-à-dire que les peurs sont le moteur de ma vie, et ça, je souhaite ça à personne. Parce qu'en même temps, il t'a quand même fallu le coup de pouce de l'extérieur, un licenciement. Absolument. Pour passer à l'action et changer de métier. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'au moment où j'ai eu effectivement cette crise, je dirais, cette crise identitaire, je me suis rendu compte qu'en termes de valeur, j'étais vraiment plus OK de rester à la banque, mais j'étais prêt à y rester, de faire ce métier à la banque, parce que je faisais gagner beaucoup d'argent à la banque, et un jour je me suis posé la question, je me dis, mais tout cet argent que je fais gagner à la banque, en quoi il contribue à un monde meilleur? Et je n'ai jamais de réponse. Et je dis donc c'est impossible pour moi de continuer à faire quelque chose où je vois que ça n'a pas de sens. Et j'étais prêt éventuellement à rester à la banque pour une raison, c'est que j'avais une toute petite activité que j'avais créée et développée moi-même, qui était de donner des cours à mes collègues conseillers en placement sur la gestion des émotions, sur les peurs justement, sur ce qui se jouait de manière subtile dans les entretiens avec les clients, qui était tout mon chemin, mon parcours que j'avais. Et j'allais voir le boss le plus haut possible pour lui dire voilà, je fais ça, je trouve ça, enfin, tout ce que j'apprends c'est génial, j'aimerais en fait profiter un maximum. Et j'ai eu la chance d'avoir un gars très ouvert, il m'a dit c'est super, on va mettre ça en place. Et ça représentait peut-être 3% de mon temps de travail, mais ces 3%, j'étais aligné, j'adorais faire ça. Les gens adoraient venir à cet endroit-là, qui était un endroit très intimiste entre nous, et c'était très nouveau à la banque. Et je me suis dit, mais s'il y a des moyens d'avoir plus d'espace pour mettre plus d'humains à la banque, ça aurait du sens d'y rester aussi. Et j'ai trouvé un poste où il y avait plus d'espace, mais c'était encore pas autant. Je savais déjà que c'était pas autant que je voulais, mais je sentais que ça valait la peine d'essayer. Et ce qui m'a permis, pour moi, c'était important, passer 2 ans. Enfin, je dis ça parce que ce que je me rends compte, c'est que plus on reste longtemps dans une activité, plus on pense qu'on ne sait pas faire autre chose que ça. Tu vois, ça c'est un vrai piège. C'est la seule chose qu'on sait faire, c'est la seule chose où d'autres auront de l'intérêt pour nous. Et en fait, d'avoir vraiment complètement changé de métier pendant ces 2 ans-là m'a montré que j'étais capable de faire autre chose de très différent. J'avais affaire à beaucoup de responsables et je voyais que j'avais tous quelque chose à leur ramener du fait de ma singularité, de ma capacité à sentir l'humain. Et ça m'a vraiment boosté mon estime de moi ces 2 ans-là, qui fait que j'étais bien plus prêt 2 ans après que je me suis fait virer effectivement en 2009 suite à la crise des subprimes avec 5000 autres. Donc j'étais bien plus prêt que je l'aurais été en 2006 ou 2007. C'est ça, prêt, parce qu'à ce moment-là, tu le prends vraiment comme un cadeau directement, quoi. Il n'y a pas le coup de semonce, il y a plutôt la bonne bouteille qui est débouchée pour fêter ça. Avec un ami belge d'ailleurs, avec un ami belge qui était à la maison et qui m'a dit j'aurais jamais cru ça une fois dans ma vie, ouvrir une bonne bouteille pour fêter un licenciement le jour même. Et c'est ce que j'ai vécu avec lui. Parce qu'au fond, tu vois, moi je trouve que la vie est magique parce que quand tu es mûr, elle t'amène les bons événements. Pour moi, il s'avérait que c'était un licenciement, mais elle t'amène les bonnes rencontres. Je trouve que, et elle nous amène aussi les bonnes rencontres quand on fait fausse route. Après, souvent, moi le premier, je vois que je veux pas le voir parfois aussi. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu ça comme un cadeau. Ce qui fait que ça a été confortable, la bascule était confortable à vivre.
Après, ça ne veut pas dire que tout était facile du jour au lendemain. Bien sûr, ça demandait du temps à construire tout ça, parce que je partais avec zéro réseau, je savais un peu ce que je voulais faire, mais il y avait tout à construire quand même. Mhm. Et aussi, une chose qui est souvent difficile dans une telle reconversion, c'est le côté financier. Oui. Et je t'ai entendu dire aussi que quand tu étais banquier et que tu gagnais très très bien ta vie, ça ne t'empêchait pas d'avoir cette peur du manque, Oui. que tu pouvais aussi constater chez des clients, même Oui. s'ils étaient Millionnaire, richissimes. hein, absolument. Comment est-ce que tu as réglé ça alors? Oui, donc la peur du manque qui est une peur importante, effectivement, parce qu'encore une fois, elle n'a absolument rien de rationnel. Dans la grande majorité des cas, ça n'a rien de rationnel. Je gagnais bien de l'argent. Comme j'aime bien dire, je ne gagnais pas ma vie, parce que ma vie, je l'ai gagnée à la naissance, comme toi d'ailleurs. Mais cette expression absolument horrible qui fait qu'on pense qu'on doit gagner sa vie, donc sous-entendu qu'on peut la perdre, et perdre, ça veut dire mourir, perdre sa vie, ça veut dire mourir. Donc je gagne de l'argent, mais effectivement, mais l'expression utilisée la plupart du temps, c'est gagner sa vie. Donc, en fait, moi, si tu veux, moi j'ai vu, puisque moi-même je projetais ma sécurité sur l'argent, parce que j'étais très insécure intérieurement. Donc pour ça que je courais après l'argent en essayant de compenser ce qui manquait à l'intérieur. C'était mon grand piège, mais comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et en fait, aussi longtemps que je courais après l'argent, je ne m'occupais pas du vrai problème qui était là à l'intérieur de moi. Donc j'ai eu à m'occuper effectivement de recréer de la sécurité intérieure. J'étais insécure, il manquait de sécurité intérieure en lien avec mon estime de moi, ma confiance en moi. Ma confiance en la vie, ma confiance que je suis capable de faire face aux événements que je ne connais pas par essence, que la vie va m'amener, tout ça n'était pas suffisamment solide, ce qui fait que je m'accrochais au connu, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure en fait. Donc j'ai eu effectivement à créer ces constructions intérieures, et pour ça je crois qu'il y a en tout cas plusieurs manières de le faire, mais celles qui me viennent, ça peut être de se faire accompagner, et j'ai vraiment eu une femme qui m'a accompagné pendant presque une année, il y a eu vraiment un avant, un après, qui a fait un travail de me reconnecter à mon âme, vraiment, et d'aller retoucher à cet endroit à l'intérieur de toi où tu sais que cet endroit il est tranquille, il est solide. Donc ça a été très inconfortable à vivre, mais très nécessaire à vivre aussi. Donc il y a eu ça. Et puis la deuxième chose, c'est que justement, quand on est dans une zone de connu, qu'on appelle confort, mais dit surtout du connu, ben, ça demande d'apprendre à en sortir pas après pas, quoi. Vraiment de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ben oui, je vais commencer à les dire à ce chef que ça me va pas la manière dont il dit les choses. Je vais commencer à faire des choses qu'avant je restais petit dans mon coin. Tu vois, tu commences à oser les choses différemment, un pas après l'autre. Tu dis ah ouais, ça marche. Puis en plus je suis bien accueilli, puis etc. Puis voilà, donc ça j'ai fait systématiquement ça, qui fait que j'élargis la zone du connu, qui fait que mon espace où je peux naviguer, où je peux m'amuser est toujours plus grand, et que je continue de faire maintenant d'ailleurs, hein, à travers plein d'autres formes de choses. Je pousse toujours ces limites plus loin. Et ça renforce vraiment cette estime de moi, cette confiance dans ma capacité à faire des choses nouvelles que je n'imaginais pas du tout il y a une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc c'est vraiment oser de sortir de ça. Et ça commence par des petits pas, c'est pas rien d'être spectaculaire. Hein. Ça peut être à travers comme je dis, de nommer les choses, d'oser dire non, de faire des choses sportives qu'on ne faisait pas avant, de se lancer dans une nouvelle formation. Enfin, il y a 10 000 manières de faire. Et ouvrir les portes sur le nouveau au fond, Ouais. et puis les choses viennent aussi un peu Ouais. à soi. Absolument, tout à fait. Alors un autre obstacle par rapport, qui revient souvent dans les personnes qui auraient envie de se réorienter, c'est le fameux « ah oui mais j'ai des enfants ». Donc je ne peux pas me permettre de démissionner ou de changer de boulot, etc. Alors des enfants, toi tu en as 3. Au moment où tu te réorientes, ils sont en plus aux études. Mais ça n'a pas été un obstacle, ça, pour toi? Non, tout à fait. Ça, je l'ai tellement souvent entendu. Je le ferais bien. Et même que je suis parti, parce que je dis je suis parti de la banque, je dis toujours parti parce qu'en fait on me proposait quand même un job ou l'autre à la banque. Et je disais non, maintenant je fais plus que ce que j'ai envie. Donc voilà. Donc, et à un moment donné, je me souviens des collègues me disaient ah, je ferais bien comme toi si je n'avais pas les enfants. Et je les entendais, mais je ne les croyais pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'aurais pu dire exactement la même chose. Donc, j'aimerais vraiment que ceux qui nous écoutent entendent, je ne vois pas ça, je n'ai aucun jugement là-dessus, parce que j'aurais pu dire exactement la même chose pendant longtemps. Et c'est vrai que dans des enfants, on ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'est vrai aussi. Simplement, ce que je vois, c'est que tant que je dis je peux pas, parce que j'ai les enfants, il y a une excuse à l'extérieur de moi. Et des fois, je posais la question aux gens, je dis mais tes enfants, jusqu'à qu'ils aient fini leurs études, ça va durer combien de temps à peu près? On me dit 10, 12 ans, peut-être 15 ans. Je dis waouh, ça va être long quand même, hein. Donc c'est de la prison sans sursis, quoi, quelque part. Tu vois, donc tu as une excuse extérieure qui fait que tu es prisonnier d'une situation extérieure. Alors qu'en fait, moi je pose la question, je dis, mais est-ce que tu connais des personnes qui ont des enfants puis qui ont osé faire ce pas-là? Ah oui, j'en connais. Je dis, ah ben, donc ça a l'air d'être possible quand même. C'est pas que tout le monde n'est pas condamné, hein, voilà, ça a l'air d'être possible. Parce qu'en fait, ce que j'ai vraiment vu,
c'est ce qui manque, en fait. Les enfants, c'est une excuse qu'on se trouve. Encore une fois, on ne fait pas n'importe quoi. Mais la vraie raison, en tout cas, ce qui me concerne et beaucoup d'autres, c'est qu'il me manque du courage à l'intérieur. Et tant que j'ai pas ce courage, tant que j'ai pas cette foi en moi, cette estime de moi, cette confiance que j'ai de déplacer des montagnes, pour un Suisse, hein, c'est une bonne expression, et en quelque sorte, tu vois, je vais pas oser faire ce pas et je vais trouver des excuses à l'extérieur. Et le problème, c'est pas de dire ça, le problème, c'est de continuer de dire ça, parce qu'en fait, tant que je dis j'ai les enfants, je m'occupe pas de ce qui me manque pour trouver ce courage à l'intérieur. Et c'est là où je deviens passif. Donc moi, j'ai envie de dire non. Ça me fait peur pour mes enfants, mais comment est-ce que je peux aller construire quelque chose de plus solide qui fait que les enfants ne sont plus le problème? Parce que c'est vrai que, comme tu dis, j'avais sur mes 3 enfants, 2 enfants, je mets des gros guillemets à charge, horrible expression aussi, pour nos pauvres enfants. Et, ça leur met une charge sur les épaules. Absolument, mais bien sûr, quand je vois des personnes qui disent non, mais dans mes ateliers, j'ai des personnes qui disent mais mon père, ma mère m'ont bien fait comprendre que si je n'étais pas là, ils auraient fait autre chose dans leur vie, tu vois. C'est horrible d'entendre des choses pareilles, parce que c'est faux, c'est pas vrai, c'est que il nous manque quelque chose. Pour les hommes, il nous manque des couilles, l'expression est forte, mais il nous manque des couilles. Pour les hommes, les femmes, elles trouveront l'expression elle-même, et que c'est à un autre endroit que ça se passe, quoi. Et donc ça demande la lucidité de dire oui, il me manque encore du courage, il me manque encore la estime de moi, donc comment est-ce que je me mets en chemin pour construire ça? C'est bon pour moi, et c'est bon pour tous ceux qui m'entourent. Et ton premier livre d'ailleurs, c'est Ce que l'argent dit de vous-même. Oui. Ce qui signifie que l'argent peut être en fait, enfin, notre rapport à l'argent peut être une porte d'entrée pour se connaître d'une façon plus générale. Oui, tout à fait. La relation d'argent est une porte d'entrée très puissante. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est parce qu'il nous permet de nous rencontrer dans la profondeur de qui nous sommes. Tu vois, parce que les peurs en lien avec l'argent, c'est pas juste des petites peurs en surface, tu vois. C'est pas j'ai peur de mettre le pied dans l'eau froide, quoi. C'est juste quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être je te parlais tout à l'heure de mon exemple. Moi, ça parlait de mon manque de sécurité. Et quelque part, ce manque de sécurité intérieure, c'était le moteur de ma vie, quoi. J'avais tellement d'action vis-à-vis des autres, que ce soit de la famille, des proches et tout ça, qui venait que de cet endroit-là, quoi. D'autres, ils vont leur compenser par l'argent leur manque de liberté, leur manque de liberté en eux, de faire ce qui est bon, de se positionner sur ce qui est juste, d'oser faire des choix, même s'ils sont inconfortables à l'extérieur ou pour d'autres. Donc, si tu veux, tu n'imagines pas le nombre de fois qu'il y a des peurs de mort qui sortent des ateliers sur la relation à l'argent, quoi, parce qu'on a l'impression qu'encore une fois, sans argent, on va mourir. On revient à la fameuse expression, gagner sa vie, hein, donc la peur de perdre sa vie. Et que tout ça fait que je dis notre relation à l'argent conditionne beaucoup, beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. C'est pour ça que je trouve intéressant d'aller se poser des questions pour justement retrouver plus de liberté. Et d'ailleurs, le titre de mon 2e livre, coécrit dans ces locaux, comme je le disais tout à l'heure, avec Evelyne Faniel, Enfin libre d'être soi-même, et parlant, tu vois, c'est vraiment le pas d'après, quoi. C'est ça. Et alors, un 3e titre, c'est dans ta casquette de formateur, il y a ce nom de formation, Ami avec l'argent. Oui. C'est quoi être ami avec l'argent? Oui, donc être ami avec l'argent, c'est déjà, ça demande de voir l'argent pour ce qu'il est, et pas pour... parce qu'en fait, tant qu'on a des projections inconscientes sur l'argent, ce qui est le cas de au moins 95% des gens, au moins, si tu veux, donc moi, je projetais ma sécurité, d'autres la liberté, mais d'autres vont projeter que c'est l'argent d'une source de conflit, l'argent c'est sale, je sais pas quoi, si tu veux. Donc quelque part, on ne voit pas l'argent pour ce qu'il est, on voit l'argent pour la projection. L'argent c'est ma liberté, l'argent c'est ma sécurité, et je m'y accroche. Donc en fait, ce qui est important de voir avec l'histoire d'argent, c'est que le moteur de nos comportements avec l'argent n'a rien à voir avec l'argent, c'est à voir avec ce que nous projetons sur l'argent. Donc si je projette ma sécurité, j'ai tendance à m'y accrocher. Si je projette l'argent, quelque chose de sale, j'ai tendance à le repousser. Voilà, même pour résumer de manière très simpliste, en tout cas rapide. Et donc, autrement dit, quand on peut commencer à décoller ce que je projette sur l'argent, je peux voir plus que l'argent, mais plus tout ce que j'y ai collé dessus, si tu veux. Et je peux avoir un regard plus neutre avec l'argent, ce qui fait que l'idée pour moi d'être ami avec l'argent, c'est déjà de revoir l'argent pour ce qu'il est, pas pour tout ce qu'on colle dessus. Et surtout de faire de l'argent un allié de nos projets professionnels. Moi, mon objectif, parce que par rapport à ce que tu partages, ce que tu proposes de faire aux personnes, je trouve qu'il est extrêmement précieux comme activité que tu proposes. Moi, c'est tout à fait en parallèle de dire, moi, j'ai envie que l'argent soit un compagnon de vie sur notre chemin de vie, sur nos projets de vie, qu'ils soient professionnels ou autres, plutôt quelque chose qui bloque, qui empêche, qui freine, ou une source de stress, une source de tension,
qui fait que même si j'ose faire le pas, je suis sans arrêt stressé, je pense sans arrêt à l'argent, et puis qu'il y a trop de choix qui sont faits pour des questions d'argent, plutôt que d'un endroit beaucoup plus apaisé, tranquille à l'intérieur. Et justement, comme tu dis, par rapport à ce que je propose aux personnes que j'accompagne, qui est d'aller chercher le projet qui leur correspond vraiment, il y a souvent, quand on met le doigt sur « Ah, mais ce serait bien ça », ça fait waouh, ça se voit. Et puis après, ça fait très souvent oui, mais ça, j'aime faire, c'est facile pour moi, donc je ne peux pas être payé pour. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça? Ouais. Alors là, ça vient toucher une autre croyance qui est aussi courante, que je rencontre particulièrement chez les thérapeutes, chez les coachs, chez les artistes aussi, qui est de dire j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. Oui. Tu vois, c'est comme s'il y avait une croyance derrière que l'argent se méritait par de la souffrance. Et comme moi, je ne vis pas de souffrance puisque j'aime ça, c'est comme si je ne méritais pas d'argent. Alors, ou bien les personnes, elles vont se créer de la souffrance absolument inutile, mais tu vois, c'est comme si on va s'agiter un peu plus que nécessaire pour montrer vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'extérieur, que notre travail, c'est quand même pas aussi cool que ça, comme se donner bonne conscience. Et un autre cas typique, c'est que les gens ont plutôt tendance à mettre des prix bas, voire à faire des rabais pour un oui et un non, de la gratuité pour un oui et un non, parce que ça vient de leur malaise d'oser demander de l'argent alors qu'elles font quelque chose qu'elles aiment. Donc c'est vraiment comme s'il y avait une croyance derrière que l'argent se mérite comme une compensation à la souffrance, un salaire d'ailleurs. Et c'est quelque chose sûrement d'assez judéo-chrétien, tout ça aussi. Tu vois, le paradis se méritait par se donner sans compter pour les autres et en s'oubliant au passage, souvent. Hein, moi, j'ai jamais entendu dire que le paradis se méritait en s'éclatant dans la vie, dans la joie. C'était pas ça que j'entendais. Hein. Non, et puis d'ailleurs, il est plus aussi. difficile pour un riche de rentrer au paradis que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Voilà, tu vois, de ce genre de choses-là qui montrent vraiment à quel point l'argent est quelque chose de pas bien, quoi, de gagner de l'argent. Alors que pour moi, c'est vraiment important de différencier, c'est très important, de différencier, de s'autoriser à gagner de l'argent sans limite, comme une conséquence et pas comme un but en soi. Dès qu'il y a un but en soi, j'ai vécu ça à la banque, il y a des problèmes d'éthique, inévitablement. On va faire des choses limite, voire hors limite, parce qu'on veut gagner de l'argent comme un but en soi. Alors que comme c'est une conséquence, ça veut dire que je me focalise sur ce qui me passionne, je me focalise là à l'endroit qui génère de l'enthousiasme et de la joie, et la conséquence fait que j'aurai peut-être bien plus de succès que j'aurais imaginé, et je vais peut-être gagner bien plus d'argent que j'aurais imaginé. Si j'écris des livres, c'est pas dans le but qu'ils sont lus par 300, 500 personnes, je veux qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers ou des millions de personnes qui le lisent, c'est ça l'objectif. Ça arrivera pas, il y a ma part, il y a ce qui ne m'appartient pas. Mais je veux dire par là, c'est que je ne veux pas m'empêcher de gagner beaucoup d'argent, de vendre beaucoup de livres parce que ça me ferait gagner beaucoup d'argent, ça n'aurait pas de sens. J'ai envie de contribuer à un maximum de monde, et plus je pourrais contribuer à beaucoup de monde, plus la conséquence sera qu'en principe je gagnerai beaucoup d'argent. Mais c'est une conséquence. Une chose d'ailleurs dans ce que tu fais, puisque tu l'as dit, ton envie c'est que les personnes soient libres aussi de faire ce qui leur plaît vraiment et que l'argent ne soit pas un frein. Mais je t'ai aussi entendu dire que finalement la façon dont fonctionne le monde, et le monde ne fonctionne pas toujours d'une façon extraordinaire, est liée à notre façon de fonctionner avec l'argent. Donc au fond tu t'inscris dans un créneau et tu poses ta pierre, mais à quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Oui. C'est ça aussi qui fait que tu aimes autant ce que tu fais maintenant. Oui, si tu veux, l'argent en tant que tel, je veux dire en tant que invention de l'être humain, m'intéresse pas plus que ça, puisque ça a été créé pour faciliter les échanges, etc. Donc c'est une création que je trouve très pratique, et dans ce sens-là, je suis très content. Mais je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une porte d'entrée qui me permet d'aller découvrir les êtres humains d'une manière si profonde, si authentique, si vulnérable et si touchante, que c'est ça que j'aime. Que je suis spécialiste de communication non violente, en plein d'autres domaines, mais j'ai pas réussi à trouver une porte d'entrée qui va aussi vite, on se rencontre à cet endroit-là. Et ce que je trouve extraordinaire quand on transforme sa relation à l'argent, c'est que ça transforme bien souvent également nos relations aux autres. Ça transforme tellement de choses, notre relation à la vie également, notre confiance en la vie. Enfin, ça a un impact tellement plus grand que juste des questions d'argent. C'est ça que je trouve magnifique dans ce thème-là. Et en même temps, tu dis une porte d'entrée extraordinaire, mais c'est aussi un super gros tabou, l'argent. Oui. Tu n'es pas souvent confronté à des gens qui veulent absolument pas aller chercher là-dedans, aller parler de ça? Alors, je dirais que ces gens-là, en général, je ne les vois pas dans mes ateliers, parce qu'ils ne sont pas prêts à y aller, si tu veux. Moi, l'intuition que j'ai, c'est que je pense qu'au moins 95% des gens n'ont pas conscience qu'ils ont une relation à l'argent. Ils n'ont pas conscience. Ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience non plus que l'argent les drive ou les mène bien plus que eux mènent l'argent, si on peut dire ça. Je peux inverser les choses, tu vois. Donc, moi,
Mais si on en est à ce point-là, si tu veux, c'est justement parce que l'argent est comme un non-thème en quelque sorte. On n'en parle pas autour de la table, on n'a pas l'habitude d'en parler en famille. Enfin, il y a comme ça quelque chose de pas bien, pas montrer si on a de l'argent, pas montrer parce qu'on peut se faire jalouser. Si on ne gagne pas assez, pas le montrer parce qu'on pense que ça veut dire qu'on n'est pas capable de se débrouiller, ou que ça parle de ma valeur, de mon estime de soi. Donc il y a plein de trucs qui se jouent. Les gens surendettés, ils souvent sont dans la honte, donc ils se cachent, alors qu'au contraire, au moment où ils osent en parler, ça fait du bien parce qu'il y a quelque chose qui se libère. Donc, il y a tellement de trucs qui se jouent comme ça, de manière subtile, que moi, souvent, je dis mon premier job, c'est déjà juste de faire prendre conscience à un maximum de personnes qui ont une relation à l'argent, qu'elle a beaucoup plus d'influence qu'ils imaginent dans leur vie, et peut-être ça vaut la peine de s'en occuper. Et que ça s'en occupe, alors j'ai plein de témoignages qui disent, ah ben oui, ça change notre vie. Alors pour clôturer cette interview, ma question conclusion, c'est si tu penses à quelqu'un qui nous écoute et qui ne sent qu'il n'est pas tout à fait à sa place, qui n'a pas un job super enthousiasmant, mais qui ne sait peut-être pas quoi faire et ou qui est bloqué par des peurs, quel serait ton conseil, peut-être juste vraiment, une fois que la vidéo s'éteint, qu'est-ce qu'il peut faire, un premier acte à poser ou une première chose pour amorcer quelque chose de nouveau? Je pense que quand les personnes se plaisent pas au travail, pour moi, ce qui a été fondateur, et j'entends Thomas Dansembourg, un Belge bien connu également, Thomas Dansembourg qui en parle aussi, c'est à un moment donné, c'est dire un oui à soi-même, c'est dire oui, je ne veux plus ce travail, oui, je me mets en route pour trouver autre chose. Aussi longtemps qu'on ne se dit pas ce oui à soi-même, c'est comme si on ne générait rien de l'extérieur qui va venir vers nous. Et au moment où on se dit ce oui à soi-même, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je me mets en route. Et là, je trouve que la magie de la vie fait que tout à coup, on va faire la bonne rencontre. On va tout à coup on va tomber sur un article qui va me parler. Il y a quelque chose qui va se passer parce que au moment où je me dis ce oui, j'ouvre quelque chose en moi. Et c'est comme si je crée un espace pour que ça vienne à moi. Quand je suis pris dans mes anciens schémas et fermé, c'est comme s'il n'y a rien qui me touche dans les signaux qui pourraient m'amener. Et après, ça veut dire, dans des situations, moi j'invite vraiment à se faire accompagner. Parce que je pense effectivement que le regard des autres est vraiment important, que ce soit des personnes comme toi, tu vois, que ce soit de l'individuel, des gens qui travaillent en groupe, enfin, de se mettre dans des groupes de gens qui sont dans les mêmes dynamiques. Parce que c'est tellement bon de se sentir enthousiasmant, de sentir qu'on est beaucoup, avoir envie d'autre chose, de voir ce que les gens font, dire ah, c'est inspirant, ça me donne des envies, puis ci et ça, pour ne pas se sentir seul, parce que c'est un peu vite se sentir seul que dans cette démarche de vouloir cette autre chose-là. Donc d'aller vraiment chercher ça en soi. Et puis vraiment, ce travail intérieur, il ne se termine jamais. Et vraiment de savoir que, oui, quand on sort de sa zone de confort, ça va venir nous chercher, ça va demander, ça va rouvrir de nouveaux espaces à aller voir. Et moi je vois que plus je m'autorise à voir mes peurs, encore voilà, pas plus tard que ce matin, là, j'ai vu qu'il y a des peurs qui étaient là, je m'autorise à aller les voir, je m'autorise à voir ce qu'elles disent de moi, je fais quelque chose de plus libéré, et chaque fois, il y a quelque chose de plus que je vois à quel point j'ai toujours plus moi-même, toujours plus dans la joie et dans cette confiance tranquille. De toute façon, on n'est jamais au bout du chemin des peurs et de se connaître soi. Donc. Non, et le chemin, c'est ça qui est beau, c'est le chemin. Je ne sais pas où il me mènera et j'ai aucune idée, et ça n'a juste aucune importance. Mais le chemin déjà joyeux en soi, c'est suffisant. Grand merci Christian pour cette interview. Alors pour en savoir plus sur toi, trouver tes livres, tes formations, il y a ton site internet. Oui, tout à fait. Peut-être une page aussi Facebook, Christian Junot Pro, PRO derrière aussi. On peut aussi trouver pas mal de choses là-dessus. Et puis des vidéos sur YouTube aussi, je vais en mettre de plus en plus. Ok. Et voilà, je vous invite à aller explorer tout ça. Un grand merci. Merci Patricia. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.